Salut l'équipe, comment ça va? La réunion de famille hebdomadaire, franchement, c'était épicé. Je vous dirai la vérité, on a parlé de l'influence des médias, plateformes sur le joueur. Est-ce que le joueur il est victime? Est-ce qu'il n'est pas victime? Et j'ai besoin de vous, on a besoin de vous pour nous donner la réponse. Mais dans tous les cas, l'épisode, il est extraordinaire. Restez branchés avec mes deux gars là. On s'est baladé et c'était vraiment de la bombe. À tout de suite, restez branchés, à tout à l'heure. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Il y a des jeux de lumière, il y a tout. Franchement, je sais pas, il y a eu un upgrade récemment là. Je sais pas ce qui se passe. Friandis, ça dit quoi? C'est chez toi qu'il y a des jeux de lumière et tout. Il y a des feux de bois, des calumets de la paix et tout. Ah mon gars, franchement, il n'y a aucun jeu de lumière pour tout vous dire. Il y a la télé allumée en fond là. Là, j'ai mon petit qui mate le Game 7 de la NBA pour être transparent avec vous. Donc, c'est pas un jeu de lumière, hein, c'est la télé, mon gars, qui est derrière. Mais En tout cas, ça donne bien. on est bien focus ce soir. Sinon, à part ça, ça dit quoi dans la vie de Ricky Friandiz? Bah écoute, ça va, hein, le même quotidien, hein, encore une fois. Hein, c'est, enfin, non, pas le même quotidien. Une grosse semaine, j'ai fait ma semaine MIP. Là, je suis rentré de Lisbonne il y a quelques jours. Donc, non, super, c'est une superbe semaine d'apprentissage, on va dire, de connaissances, de tout ça. Donc, non, c'est top. Franchement, une superbe semaine avec les mecs du MIP, Master de droit du sport. On a eu pas mal de... Comment on peut le dire? Pas mal d'intervenants de qualité. Donc, non, franchement, beaucoup appris encore une fois. De toute façon, ce programme, il est vraiment top. Vraiment top. Il est riche en connaissances. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien de retourner dans ce genre d'école, non? Quand tu vas à l'école pour ça, Mais c'est tu vois, apprendre des choses que t'aimes bien. tu vois, là, on dit école. Tu vois, quand on dit école, les gens, ils ont direct une idée un peu négative du terme. Tu vois, ils vont dire, ah, il va apprendre stylo, on est là devant le prof. Non, c'est pas une école, mais franchement, je sais même pas quoi te dire. Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est une école? Est-ce que c'est des cours? Non, on va dire que c'est un. Franchement, je sais pas. Trouvez-moi un terme approprié, mais je sais pas. C'est Ça, vraiment. c'est un truc pour le professeur. C'est quoi? C'est un condensé. Un Ouais, c'est condensé un parcours, c'est des témoignages, c'est un partage, c'est de la une exposition. connaissance. C'est une Ouais, j'allais dire exposition, ouais. une T'es exposition exposé à, ouais, comment dire, à une. Comment à dire ça? une multitude d'angles. Ouais, t'es exposé à un côté du foot, je pense, ou du sport. C'est du foot, du sport, auquel on n'était pas, je pense qu'on connaissait pas, enfin tu connaissais pas, et on apprend. C'est pour ça que c'est bien, c'est de l'autre côté en fait. On a été d'un Ah ouais, côté, clairement. et là toi t'arrives de l'autre côté, et c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et Ah, Etiel, mais Etiel, wesh, y'a quoi Etiel? Ah ouais, mon gars, c'est dur, hein. 8 matchs sans victoire, c'est des situations qu'on a un peu trop connues dans nos carrières, hein, ou en tout cas, enfin, celles-là, elles impactent un peu plus. Autant on est addict aux bonnes, autant les mauvaises, mais tu vois, particulièrement, et comme je le répète depuis un moment, et un peu dans la lignée de ce que dit Ricky, franchement, là, j'apprends, mais encore plus, tu vois, vraiment,
ce que j'avais remarqué il y a 3-4 mois, tu sais, tu notes, tu dis ce que tu aurais fait, comme toi tu vois les choses. Après, je parlais avec un ami qui a été directeur sportif pendant un moment, un ancien coéquipier. Il me disait, mais tu sais, le ressenti du vestiaire, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on était très raccord en tant que joueur sur les valeurs. Et il me disait, le ressenti d'un vestiaire, c'est beaucoup plus facile que quand tu prends de la distance et que tu as des responsabilités de l'autre côté, en fait, du côté des dirigeants. Et donc, du coup, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que, à mon avis, mes dirigeants voient? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Comment ils, tu vois, et du coup, bah, en fait, dans une mauvaise situation avec les outils qu'on a pour en sortir, pour aider d'un côté le groupe, il y a aussi un énorme apprentissage sur si j'étais à la place du coach, si j'étais à la place du DS, si j'étais à la place du GM, qu'est-ce que je ferais? Et c'est, tu vois, un petit peu comme le disait Ricky, moi, je suis un petit peu plus dans la pratique que dans la théorie, parce qu'en plus, dans tout ça, j'ai un ancien coach intérimaire de Toronto qui est venu et qui est maintenant directeur de la méthodologie. C'est un nom un peu fancy pour dire de l'académie, tu vois, du centre de formation des jeunes, du Pathway. Et donc, j'ai eu des bonnes discussions avec lui, tu vois, déjà pour lui demander comment il avait vécu notre année ensemble à Toronto. C'était la première année après énormément de succès où le club a commencé une traversée du désert qui a duré 3 ans et lui, il était à la première année. Donc, déjà, j'ai eu un recul sur une période. Tu vois, j'ai eu des réponses par rapport à une période il y a 2 ans. Et puis, ouais, on apprend énormément. En plus, tu vois, moi, je prends pas mal de plaisir à suivre un de mes enfants là qui est bien investi, qui joue à un bon petit niveau actuellement. Et tu vois, je vois un système à l'américaine. Tu vois, il y a des gros clubs. On est dans une région très ancrée foot. Vraiment, Atlanta, ça va vraiment devenir le bastion du foot américain. Vraiment, il y a la fédé américaine qui s'y installe. Et en fait, le fonctionnement est complètement différent. Mais j'ai l'impression qu'en France, ça en prend cette direction. Et qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? J'ai vu la liste des 24 pensionnaires de Clerf enfin, le résultat des concours. Et j'ai Ouais. regardé les clubs d'origine. J'ai halluciné. J'ai halluciné. C'était des clubs de district à notre époque. Joinville, Villejuif, Ouais. des trucs de ouf. Et mais pas 2 gamins, 5 gamins Ah ouais. de ces 2 clubs. Et Fleury représenté en masse aussi. Sarcelles, mais Sarcelles déjà à notre époque, ça marchait assez bien. C'était un petit peu en creux. Bon, mais c'était un truc où à Paris aussi, Ricky, il y a des clubs qui commencent à devenir un peu des maxi clubs. En plus, je vois la proximité avec Paris, avec la ville de Paris. Est-ce qu'il y a des joueurs, enfin, il y a un passe, c'est quoi, tu sais un petit peu, parce que nous, par exemple, ici, là, les parents, ils investissent carrément sur les gamins. Ils conduisent 45 minutes par jour, aller et retour, pour que leurs gamins jouent dans un de ces top clubs, en se disant qu'ils sont plus vite repérés et tout. Et quand Ouais. j'ai vu Des la esprits. liste des 24 reçus à l'INF, franchement, zéro Bretini, tu sais, les clubs de l'époque, hein, Paris Ah ouais. FC, rien. Donc, Non, mais ça prouve que ça travaille, simplement. C'est une question assez, enfin, une réponse assez basique, peut-être assez balourde, mais c'est le cas. Ça travaille. Maintenant, t'as des clubs ou t'as des personnes dans des clubs qui ont pris conscience, qui ont vraiment compris comment travailler. Bah, tu parles de méthodologie. Bah, c'est totalement ça. Ils ont compris comment ça fonctionnait au niveau de la préformation, au niveau du travail, du suivi des joueurs. Et après, il y a aussi une question de génération aussi, hein, par rapport à certains endroits en Ile-de-France. Hein. Tu sais, par moment, c'était plus au niveau du 77. Torcy, ça marchait bien. Meaux, ça marchait bien. Et à un moment donné, c'était vers chez vous, tu sais, Seb. Euh, tu vois, Saint-Olomonde, Saint-Leu, tout ça. Après, ça se déplace. Mais maintenant, tu vois que partout, les éducateurs, les coachs, ça travaille super bien. Il y a Mantes, ça travaille bien. Tu vois, des nouveaux clubs qui sont. Mantes, c'est un club encore historique en Ile-de-France. Mais ça se développe. Après, je vais pas tous les faire, mais voilà, quand tu vois des Montfermeil, tu vois des clubs comme ça, tu vois des clubs comme. Bon, je vais pas en manquer. Bon, après, Paris FC, ça travaille bien. Ça a toujours bien travaillé. Chez nous aussi, à Versailles, ça travaille super bien. Mais comme tu le dis, Q, Villejuif, récemment, justement, j'étais à l'INAS. Ça travaille bien de fou aussi. Donc voilà, c'est tous ces nouveaux petits clubs emmenés par des éducateurs aussi qui ont plus ou moins connu le monde pro aussi, ou alors qui tirent vraiment l'essence, les bonnes choses du travail pro. Ils arrivent à mettre ça dans leur écosystème et ça marche super bien, tu vois. Donc Mais bravo à eux, regarde, franchement, ils font du bon tu as dit travail. un truc, Q, et c'est drôle, enfin drôle. Tu dis, tu as regardé la liste de l'INF Clairefontaine, mais ces clubs-là, aujourd'hui,
c'est juste pour fermer après la parenthèse, mais ces clubs-là, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui vont à Clairefontaine, ils font enfin, Des meilleurs. des meilleurs, tu vois, c'est pas forcément les meilleurs qui vont à Clairefontaine aujourd'hui. Donc ça fait que quand tu regardes la provenance des joueurs qui vont à l'INF, et oui, il y aura ces clubs-là que toi tu penses, enfin, ok, tu n'avais pas pensé, qui se développent très très bien, comme dit Ricky, mais c'est pas forcément que c'est les meilleurs, les clubs qui ont les meilleurs joueurs. Parce que les bons clubs, la majeure partie des bons clubs de l'Île-de-France, soit ils gardent leurs joueurs, soit ils vont ailleurs. Tu vois, vont pas foncièrement comme nous à l'époque à l'INF Clairefontaine et là tu dis que c'est les meilleurs joueurs, je pense. Alors pour répondre en vitesse, c'est ok, peut-être que c'est pas les meilleurs, on va dire peut-être que les 5-10 meilleurs, ils sont peut-être déjà en centre ou déjà en club. Après, il y a une chose qu'il faut aussi souligner, c'est que contrairement à nous à l'époque, ceux qui arrivent à Clairefontaine, 90%, si ce n'est 99%, ils ont déjà signé en club. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils sont tous dans des clubs filleuls, dans des clubs apparentés, c'est ça? À Voilà. d'autres clubs pro. Parce que maintenant, Seb, ce qu'il faut savoir, et j'en parlais récemment avec un ancien coéquipier qui est à 3, il me disait, avant 16 ans, tu peux pas sortir un jeune de sa région. C'est-à-dire que les petits signent à 13-14 ans des ANS, disant qu'ils vont rejoindre le centre de formation l'année de leur 16 ans. Mais au final, ils sont obligés de rester dans leur région d'origine avant de rejoindre le club professionnel. Et c'est pour ça que, ouais, il y a pas mal de clubs qui font le pont avec Clairefontaine parce qu'en fait, tous les gamins, ils ont déjà signé en rentrant à Claire, c'est ça? Donc, du coup, leur club pro, ils poussent un petit peu via le club partenaire un peu. Après, voilà, on y revient, mais le fait qu'on ait 4 de Joinville, le fait qu'on ait 4 de Villejuif, ça montre 5. aussi le travail. Ouais, 4, 5, bon, on passe les détails, mais ça montre aussi le travail qui est fait dans les clubs. Hein. Il y a aussi le FC 93, tout ça, mais donc ça montre aussi le travail qui a été fait dans les clubs. Non, Donc, j'ai des petits de Saint-Denis, par exemple, je sais, ils sont beaucoup allés à Clairefontaine, etc. Donc, c'est du non. Ça, pour ça, c'est clair, il y a vraiment du bon travail en Ile-de-France et il y en aura de plus en plus et c'est ça qui est extraordinaire. Mais bon, donc voilà. Côté, Après, Et attention, toi, l'opération. Et toi, l'opération. attention aussi les talents aussi. Attention aussi les talents en Ile-de-France. hein? Attention aussi les talents Ah oui, en Ile-de-France qu'il y a aussi. Ça, ah, mais bon, ça, on n'en on parle même n'invente plus. rien. On n'invente Ouais. rien. Les talents de l'Île-de-France, c'est connu. Moi, l'opération, c'est-à-dire moi, London, non, pas London, encore Paris. Hein. Il n'y a Encore pas de London. Là. Il n'y a pas de London en ce moment pour l'instant, il n'y a pas de London. L'opération, bah, elle s'est passée, elle s'est foncièrement bien passée. Je ne vais pas vous mentir, on a fait un épisode sur la douleur. On a fait un épisode sur la douleur. J'ai connu un. Tu l'as réécouté ou quoi? Je l'ai réécouté. Non, mais j'ai connu, en tout cas, j'ai embrassé un nouveau niveau, tu vois. J'ai upgradé au niveau de la douleur. Ouais. Franchement, j'ai upgradé en toute transparence et je suis dur au mal et j'aime la douleur. Ce que j'ai connu le soir même de l'opération, tout ça, franchement, là, chapeau. Au niveau je m'attendais, je savais que j'allais souffrir, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là parce que waouh, c'était un volcan, c'était sorti d'anesthésie en fait, quand l'anesthésie vraiment elle fait plus effet, même si tu prends les cachets, etc. Et comme il m'a dit mon chirurgien, avec la taille de mes muscles, t'as souffert. J'ai souffert, tu vas souffrir, Seb, et il n'a pas menti. Waouh. Donc, mais après, je savais que ça devait passer, tu vois, et que là, ça s'est calmé. Là, c'est comme si j'avais des grosses déchirures dans la cuisse, parce que ça tire plus dans mes muscles, tu vois, plus qu'à la hanche elle-même. La hanche, mon pied, je sais pas, je peux le tourner, je peux commencer à bouger mon, tu vois. Il y a une rotation, c'est bizarre. Et sans te mentir, Comment ça? bah, mon pied, je peux le bouger. Je veux dire, avant, ma hanche, il n'y avait pas de rotation. Et je voulais Attends, tourner ma hanche. qu'est-ce que Aujourd'hui, je t'arrives peux pas à tourner. bouger avant? T'arrives pas à bouger ton pied avant? Je pouvais pas tourner ma hanche vers l'intérieur, comme ça, faire ça. Comme Ma ça là? jambe, ouais, je pouvais pas. Ça bloquait. Donc aujourd'hui, c'est bizarre de. Attends. Explique-moi parce que moi, j'arrive pas à visualiser. Explique Regarde, mieux. Tu n'arrivais pas à bouger ta hanche, mais c'est-à-dire quoi? T'arrivais pas En fait, c'est quoi? regarde, là, Ta il y a une jambe ou ta hanche? la jambe, elle bouge par rapport à la hanche. Quand tu la tournes vers l'intérieur, ton pied, il est comme ça. Si tu veux Oui, tourner ton pied vers l'intérieur, oui. facile. Moi, de base, mon pied, il n'allait pas vers l'intérieur.
Il était bloqué. Donc, il était toujours vers l'extérieur, la position normale. Aujourd'hui, je peux bouger mon pied et ma jambe vers l'intérieur. Je peux la bouger comme ça. Tu vois? Vraiment faire une rotation. Ça bouge tout seul. Ça bloque pas. Ah, ok, Ça bloque. d'accord. Tu vois, ça bloque pas. Et c'est super chelou. C'est super chelou parce qu'il faut que je me réhabitue à pouvoir le faire. Mais du coup, t'étais vachement handicapé alors. Non, mais en fait, c'est marrant. Et pour tous ceux qui nous écoutent, il est toujours avec moi. On est toujours ensemble, mais il se rendait pas. Et c'est que. Non, mais moi, Non, mais les gens, ils se rendent pas comprends compte. tes douleurs, de tes restrictions. Mais moi, concrètement, je ne savais pas les mouvements que tu pouvais faire ou que tu ne pouvais pas faire. Ça, on en a jamais parlé concrètement, Non, en fait. les gens, C'est incroyable, en fait. les gens, ils se rendaient pas compte que j'étais foncièrement handicapé, vraiment. Tu sais, et juste après, on va enchaîner. Quand je suis arrivé chez le chirurgien et qu'il m'a vu, il m'a dit, bon, et on a parlé, il m'a dit, monte sur la table. Monte sur la table. Il avait une idée du mal dans lequel j'étais, etc. Mais tant qu'il l'a pas touché du doigt, il m'a dit, bon, lève la jambe tout seul. Comme il n'y a plus de, neurologiquement parlant, il n'y avait plus de connexion entre ma tête. Connexion, ouais. Donc, je peux pas lever ma jambe tout seul comme ça. Il n'y a plus de connexion. L'aine, tu vois, ça se lève plus. Il l'a levé lui-même. Ouais. Mais oui, Sérieux? bah oui, il l'a levé lui-même. Et après, il a voulu faire une rotation interne, externe, tu vois, un peu comme ça. Tu bouges comme ça. Et il fait ça. Ça il me dit, non, relâche-toi. Je dis, non, mais je suis super relâché là. Il me dit, putain, merde. Tu vois, et en fait, ça bloquait. Ça bloquait, c'est tout. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, en fait, ma rééducation à moi, elle va se situer au niveau où je vais devoir réapprendre à mon cerveau que je peux à se comporter, enfin, que mon corps se comporte normalement. C'est-à-dire que marcher normalement, dans le vrai mouvement, pouvoir se lever, ne pas mettre sa jambe automatiquement dans une position de sécurité qui était à la mienne pendant des années et des années, qui est à l'extérieur. Je vais pouvoir me mettre droit. Là, par exemple, tu vois, là, je suis droit, assis droit. Je peux m'asseoir droit. Normalement, je suis un peu, tu vois, avachi, parce que c'était la seule position qui me faisait pas mal. Donc, tu vois, et en fait, ma rééducation, elle va être à ce niveau-là. Donc, ouais, l'opération, elle est, C'est chaud. la convalescence, et ça va être pareil à gauche. Et là, il faut maintenant que je fasse pareil à gauche, parce que c'est le même niveau. Mais la convalescence, elle est ce qu'elle est, tu vois. Je glace énormément, mais il y a des jours, il y a beaucoup de fatigue, tu vois, parce que la cicatrisation, elle prend énormément d'énergie. Il y a des moments où, tu vois, j'ai des gros coups de fatigue comme ça. Mais bon, pas maintenant, là, je suis en forme, etc. Donc voilà un peu l'update, mais je suis pressé de Ouais, rentrer chez moi. Tu vois. il aurait fallu qu'on fasse un épisode de BMC pour que je sache tout ça. Oui, bah, en fait, non, tu sais que t'es pas le seul, parce que les gens, ils, ils se rendent pas compte à quel point c'est handicapant, à quel point tu es handicapé parce qu'ils disent ah il a mal, il a des restrictions. Non, c'est vraiment handicapant. Je pouvais pas me baisser si je faisais tomber un truc, je peux pas me baisser pour le rattraper. Je faisais tomber quelque chose au sol, je peux pas comme tu fais naturellement, tu te baisses, tu le rattrapes, tu le prends. C'est pas possible. Je suis bloqué, tu Tu vois. faisais comment, du coup? Tu Bah, t'asseyais? Il appelait ses filles. J'appelais mes enfants. J'appelais mes enfants déjà, et c'était devenu une habitude. Je tombe un truc, il me dit vas-y, attends, il passe à côté, il ramasse. Mais quand j'étais tout seul, une fois, je te racontais une histoire. Une fois, j'étais à Oxford Street, plein central London, je marche. Je sais pas, dans ma poche, j'avais mon porte-carte, il tombe. Je vois qu'il tombe, et là, il y a du monde. Je me dis, et là, je réfléchis, je peux pas me baisser, tac, tac, comment je vais faire? Et il y a du trafic, ça bouge, ouf, 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 ouf. Je me dis, comment je vais faire? Donc, en fait, j'ai développé des mécanismes. Je commence à taper avec mes pieds le portefeuille jusqu'au mur, tu vois, sur le trottoir. Tac, après je réfléchis. Peut-être avec le mur. Voilà, après je m'adosse contre le mur, tu vois, je prends appui et je descends. Je tends la main et je rattrape. Mais entre-temps, ça m'a pris je sais pas combien de temps, j'ai transpiré de fou, etc. Tu vois, c'était mon quotidien. C'est un bail de vieux, ça. C'était mon... C'est un bail de vieillot, ça. Là, poto, il faut que tu fasses ouais, la première ligue. Le corps médical, frère. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que tu as vu, il y a eu la fin des championnats, et c'était une question, en fait c'est un peu une question que j'avais, je voulais vraiment votre avis
C'est même pas, c'est ouvert. C'est vraiment ouvert. Il y a beaucoup de. Ricky, en plus, il en fait partie aujourd'hui, et moi aussi, d'une manière. On travaille dans les médias. D'accord, on travaille dans les médias, mais maintenant, je vais vous demander de vous mettre dans la position du joueur. Dans la position du joueur d'aujourd'hui qui. Le juge de paix. Quentin, tu dis souvent, le juge de paix, c'est le match, le week-end, etc. Mais il y a ce côté un peu médiatique, le jugement de l'extérieur. Tu vois, le jugement de l'extérieur. Aujourd'hui, moi qui suis au micro, Ricky qui est à la radio, etc., on donne notre avis. On donne notre avis sur ce qu'on pense des joueurs. Tu vois, ce qu'on pense, on donne voilà, notre avis, on donne notre expertise. Mais à quel point, sincèrement, aujourd'hui, hein, parce que notre époque c'était un peu différent, vous pensez que ça influe sur les choix de carrière, parce qu'on arrive à, tu vois, on a les choix de carrière des joueurs, les transferts, et même, tu vois, comment ils vont vivre peut-être leur fin de saison, parce que là, ils vont partir en sélection, il y a l'Euro, et tout, tu vois. On arrive à une période où, je trouve, parce que j'écoutais beaucoup les chroniqueurs et beaucoup de gens, tu vois, sans nommer qui que ce soit, mais je trouve que, sincèrement, on en a déjà parlé, mais je veux vraiment qu'on approfondisse. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des joueurs, ils vont donner énormément de poids à des gens qui, foncièrement, pour moi, ne devraient pas en avoir autant, et ça va influer sur leur vie. Ça va influer sur leur vie, sur leur carrière. J'ai eu mon épisode avec un joueur de Marseille quand j'étais à RMC, etc. Et j'ai vu les réactions des joueurs, tu vois, comment après, ça a un impact sur leur performance, tu vois, comment ils jouent, donc, quelle étiquette même ils prennent après, parce que aujourd'hui, il y a ce regard de l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je voulais juste qu'on discute un peu, parce que moi-même, tu vois, je sais pas, ça m'interpelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris mon mic en face en mode Ah ouais, Kevin là, Garnett là. Comme ça, on peut bien discuter comme ça. ouais, T'as là, pas- tu t'es mis à l'aise, tu t'es collé contre le mur, tu t'es mis à l'aise. t'as parlé de médias, micro, il fallait que je me mette à l'aise. Non, mais Seb, toi, aujourd'hui, 2024, tu penses que vraiment que les joueurs sont vraiment influencés par ce qui se dit autour d'eux ou un truc comme ça? Tu penses que, après oui, il y en a hein, forcément, mais est-ce que tu penses que c'est une vraie tendance? Que les joueurs soient vraiment influencés par ce qu'ils se disent, surtout aujourd'hui hein, avec la prolifération des informations, avec tous ces pseudo-médias qui ont émergé, tu vois, tous ces contenus internet, même maintenant les sites de Paris qui commencent aussi à faire des talk shows. Tu penses vraiment que les joueurs ils sont influencés par tout ça? Moi, je vous pose la question, si tu me demandes mon avis, force est de constater que quand il y a des réactions, quand il y a des interactions forcées, d'une manière décalée, ou enfin indirecte, ça influe sur l'image qu'on va avoir de toi, sur voilà, on va te donner une certaine étiquette. Et je trouve que oui, je trouve que les joueurs ils sont influencés, et que de ce fait, bah, peut-être il y a des transferts qui peuvent se faire, qui peuvent ne pas se faire, et eux-mêmes, ils peuvent vouloir quitter un pays ou pas. Tu vois, je trouve que la décision ou la gestion de ta carrière, ou de ton championnat ou de ta saison, elle ne dépend plus vraiment foncièrement que de toi. Parce que tu le laisses arriver, mais donc ouais, si tu me demandes, moi je pense qu'ils sont influencés de manière plus forte qu'à notre époque. Moi, je m'en suis toujours complètement. Ça, me- ça, me- je m'en foutais, mais royalement. Et en fait, pour moi, c'était même pas dans mon écosystème, en fait. Pour moi, ça faisait pas partie de mon écosystème. Aujourd'hui, ça fait partie d'un écosystème, et il y a des gens qui aujourd'hui prennent une certaine place dans cet écosystème, qui s'imposent et qui deviennent des influenceurs. Pour moi, qui deviennent des influenceurs et qui influencent aussi la personne en elle-même. Et tu vois, et c'est ça qui me. Parce que je l'ai vu, tu vois, et c'est la fin de saison, il y a eu des relégations, il y a des choses. Donc, les gens, ils vont écouter ce qu'on va dire d'eux, comment on va dire, ce qu'on va dire d'eux, quel impact ça aura. Et je vois des joueurs, tu vois, je communique avec des joueurs, et même s'ils veulent pas l'avouer,
tu l'entends avec un peu d'expérience que ça les laisse pas aussi indifférents. Tu... Ah, il y a des listes. Non, là, plus vous parlez, plus c'est clair pour moi, mais ça a toujours été le cas. Je pense que les joueurs ont toujours été influencés par ce qu'on pense d'eux. C'est juste la fréquence avec laquelle on parle d'eux maintenant qui a vraiment augmenté. C'est-à-dire qu'avant, encore une fois, le week-end, c'était ton juge de paix, mais le lendemain, il y avait l'équipe, les notes dans l'équipe. Le surlendemain, il y avait l'équipe type de la journée. Et après, peut-être le mardi, il y avait le France Foot qui redonnait une note. Mais c'était un truc qui était quand même relativement arrêté. C'est-à-dire qu'ensuite, tu avais 3-4 jours de... On se reprépare dans le match suivant. Là, maintenant, tu as les notes de 15 sites. Tu vois, tu as tout le monde note. Ensuite, tu as les avis. Ensuite, tu as les médias locaux et même les médias propres au club qui font des histoires sur le match passé, sur ce qui arrive. Et donc, en fait, tu as maintenant un espèce de tourbillon quand ça se passe bien pour toi qui fait que on parle de toi tous les jours, tout le temps. Il y a tes réseaux sociaux qui viennent te le rappeler parce que quand tu joues bien, tu postes une story, tu as 10 fois plus de likes, tu fais un post, il y a un espèce d'engouement autour de toi qui te fait que tu te sens relativement bien, mais c'est un peu la ruse du diable. Tu vois, c'est un truc qui te pousse à confondre bien-être et plaisir. Tu vois, le bien-être, c'est un état un peu constant, c'est quelque chose que tu obtiens, mais qu'on peut pas t'enlever. Alors que le plaisir, il est exactement là. Ça te fait plaisir d'avoir 8 sur 10 dans l'équipe. Ça te fait plaisir d'avoir X nombre de likes ou d'être dans l'équipe type du week-end. Je suis en MLS. En MLS, tu as l'équipe type, tu as le joueur de la semaine, ensuite tu as le play of the match day, ensuite et en fait, tu as un espèce de truc constant où quand ça se passe bien pour toi, en fait, tu te sens tellement bien que tout le monde est en train de chanter tes louanges. Mais le truc, c'est quand ça disparaît. Est-ce que tu étais vraiment heureux à ce moment-là ou c'était juste une petite picouse, tu vois? Et en fait, c'est là, je l'ai entendu, je sais plus qui en parlait, c'était trop intéressant. C'était que le bien-être, ça procure de la sérotonine et c'est quelque chose de beaucoup plus calmant, beaucoup plus. Et le plaisir, c'est la dopamine. C'est-à-dire que ça te fait des grands pics, ça te fait des grands pics, et quand tu l'as plus, bah, tu le veux à nouveau. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le cherches. Tu vois, t'es en manque. Donc, tu le cherches. Du coup, c'est là où il y a énormément de monde qui, qu'est-ce que Daniel Riolo a dit sur moi? Qu'est-ce que cet influenceur a dit sur moi? Qu'est-ce qui se dit sur moi? Attends. Là, on est dans un monde où, tu vois, avec le temps, il y a un All-Star Game en MLS. Et en fait, le All-Star Game, tu as une partie de l'équipe, le 11 titulaire qui est élu par les fans, mais tu as 11 joueurs qui est sélectionné par le coach de l'équipe All-Star. Et le coach de l'équipe All-Star est déterminé. En fait, si tu joues à Atlanta, c'est le coach d'Atlanta, le coach All-Star. Si tu joues à Washington, c'est le coach de Washington. Et donc, tous les ans, en avance, c'est déterminé. Donc là, on sait que ça va être à Columbus, par exemple. Mais dans l'histoire, il m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui appellent et disent dis à ton coach de me prendre, s'il te plaît, ça me mettrait bien d'être dans le All-Star et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ah C'est ouais. des trucs qui, autour de la ligue, circulent, tu vois. Tu l'as eu, ce coach, j'ai vu qu'il était coach en All-Star. Tu peux lui dire de me prendre, s'il te plaît, ça me mettrait vraiment bien pour son image. Tu vois, c'est des choses. Les agents, c'est pareil. Les agents, ils appellent autant les clubs que les médias pour que l'image du joueur soit. Donc, c'est un truc, je pense qu'il faut pas qu'on se mente. Il y a des gens pour qui c'est extrêmement important parce que, justement, ce pic de dopamine, cette cure de dopamine qui fait que de s'arrêter chaque week-end et qui reprend en fonction de tes performances et qui crée, je pense, des spécimens qui ont de plus en plus de mal à se contrôler vis-à-vis de ça et qui ont de plus en plus de mal à avoir de recul. Ricky, tu réfléchis beaucoup là. Non, non, j'écoute, mais c'est super intéressant. L'angle dans lequel Q l'aborde, c'est plus, on va dire, un côté un peu de validation, tu vois. La Après, pour revenir gratification instantanée, mon gars, c'est à ça, exactement ça. après, quand on parle aussi d'influence, Seb, en fait, tout dépend d'où vient ces jugements-là. Là, tu m'as parlé de Daniel, de Riolo, tu as parlé un peu C'est pas moi d'une qui telle parlais de personne. Daniel. C'est pas moi, c'est Q. C'est pas Ah, moi ouais, qui bon, parlais de Daniel. oui, c'est pareil. Non, mais après, encore une fois, moi, je pense que tout dépend d'où vient l'influence, en fait. Parce que, tu sais, quand tu parles d'influence, est-ce que tu parles aussi de la famille? Est-ce que tu parles des proches? Ou est-ce que tu parles que des médias et de la presse et des réseaux sociaux? Parce que c'est pas Non, la même chose. non, C'est pas la... je te parle de cette influence médiatique. Médiatique qui est attrait à ton métier. En fait, on en a parlé, les médias, on a fait un truc sur les arbitres, les médias. En fait, il y a beaucoup de composantes dans le jeu, dans le game.
y a beaucoup de composantes. C'est pas que le joueur, l'entraîneur, il y a l'arbitre, il en fait partie et tout. Mais aujourd'hui, les médias, avec la place qu'ils ont aujourd'hui, je pense que ça devient quels qu'ils soient, hein, des influenceurs. Le terme de l'influence, ça veut dire que quand ils disent quelque chose aujourd'hui, comme tu as dit, tu as bien dit, il y a de la fréquence. Le truc, c'est qu'un média qui dit un truc une fois, comme tu as dit, une fois par semaine, bon, tu peux t'en remettre, c'est un jour, et ça dure 2 jours, il te reste 5 jours. Tu as le temps. Mais aujourd'hui, comme c'est constant, et sur des plateformes qui sont diverses et variées, même si ce média-là n'est pas sur toi tout le temps, en bien ou en mal, bah, ça va être repris par un autre. C'est-à-dire que au final, je me demande si le joueur aujourd'hui, malgré lui, il est pas victime, enfin, il est victime malgré lui. Il n'a pas le choix que de vivre dans cette boucle-là. D'accord ? Maintenant, comment tu fais pour survivre, pour moi, dans cette boucle-là ? Parce que c'est simple de dire aujourd'hui, ouais, non, moi, je m'en foutais, etc. Ouais, bien sûr, mais on n'a pas réellement vécu dans cette période-là. On n'a pas réellement vécu. Q, il le vit, mais il a 38 ans. Aujourd'hui, voilà, sa carrière, elle est plus proche de la fin, et c'est un père de famille, etc. Mais pour quelqu'un qui, lui, n'a connu que ça, c'est un peu comme avec nos enfants. On les fatigue, ouais, ne soyez pas trop sur les écrans, mais dès qu'ils sont nés avec les écrans. Donc au final, on veut leur demander de faire des choses au final, ils sont nés avec ça, c'est leur réalité, c'est leur normalité. C'est pour ça que je vous pose la question, sous cet angle-là, est-ce que le joueur, il n'est pas trop influencé, parce que les influenceurs, c'est les influenceurs. Tu vois les influenceuses, tu vois les influenceurs hors sport, leur métier, c'est d'influencer. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que quand ils mettent quelque chose en avant, bah, ton comportement, il aille plus vers telle ou telle, je sais pas, direction. Mais aujourd'hui, quand tu ramènes ça au foot, et c'est pour ça que je pousse un peu la réflexion par rapport à ça, pour savoir est-ce que le joueur, il est victime, sincèrement, ou s'il est victime, comment on fait pour s'en sortir ? Parce que moi, j'ai vu des joueurs, sincèrement, ils sont là, tu te rends compte, sans donner de nom, quelqu'un, il dit quelque chose dans les médias, dans ce que tu veux, tu vas répondre. Tu vas répondre à cette personne-là. Ça veut dire que cette personne-là, elle a une voix tellement portante qu'elle t'a sorti de ton game, à toi de professionnel, c'est devenu personnel. Et de là, peut se greffer une image sur toi, tu vois, une étiquette, et qui va te suivre à un moment donné ou pas. Donc ça va influencer sur des choix de carrière, sur des peut-être, je sais pas, c'est des questions que je pose. Après, c'est clair que, de toute façon, ça, on va pas réinventer le foot, mais c'est vrai que depuis un certain temps, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est devenu un sport vachement individualiste. Donc forcément, qui dit individualiste, le mec, il va chercher, on l'a dit tout avant, son bien-être, ou son propre plaisir, ou son propre intérêt. Donc forcément, il va regarder un peu ce qui se fait à gauche à droite, il va regarder ce que les gens pensent de lui, et comme tu l'as dit, il va tendre vers entre guillemets, hein, ce qu'il faut faire. Par exemple, il va entendre que voilà, il faut être performant de cette manière-là. Si tu veux jouer dans tel ou tel club, il faut jouer comme ça. Tu vois, donc il va être influencé par le trend du moment. Après, est-ce qu'il va être influencé par telle ou telle personne ou par tel ou tel média? Ça, c'est encore autre chose. Mais forcément qu'aujourd'hui, par rapport à l'époque, hein, je dis, parce qu'il y a toujours une comparaison avec notre époque, c'est qu'aujourd'hui, le footballeur, ah, c'est comme ça aussi qu'arrivent aussi les stats. C'est aussi les stats qui ont fait. C'est ce que j'allais Les dire. stats, c'est vachement un truc influençable. C'est pour moi, la plus grande influence pour un footballeur, c'est les stats, pur et dur. C'est pas forcément les voix des gens ou les médias en particulier, parce qu'après, les médias, tu peux le prendre comme tu veux. Les médias, on en a toujours eu. Même si c'était moins, à notre époque, il y avait on va dire moins de présence en termes quantitatifs. Mais voilà, les médias ont toujours eu une certaine influence sur les joueurs. Mais je pense que la différence entre le football d'aujourd'hui et d'avant, c'est vraiment la présence des statistiques. Très vrai. De En fait, ouf. pour moi, c'est ça la véritable influence aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est incroyable comme maintenant, sur une équipe titulaire de 11 joueurs, avant d'avoir une équipe
qui a des connexions particulières, qui a des affinités, tu vois de moins en moins de relations particulières. Tu vois 11 mecs qui arrivent sur leur terrain, des ailiers inversés, qui vraiment, tu vois, qui doivent provoquer, qui doivent dribbler X fois dans le match, qui doivent apporter un nombre d'expected assists ou d'expected goals qui va mesurer leur réussite du moment, leur impact sur le jeu. Tu as des défenseurs centraux qui doivent gagner des duels et qui doivent faire X nombre de passes vers l'avant parce que de passes qui amènent à une action. Tu as des milieux de terrain qui doivent percer les lignes, qui doivent porter le ballon un certain nombre de mètres. Et en fait, tu le vois, cette superposition de postes et de comment dire, de responsabilités par poste qui diffèrent et des joueurs qui en sortent pas. Tu vois des joueurs qui rentrent littéralement sur le terrain. À un moment donné, je me rappellerai toujours quand on mettait en lumière le nombre de ballons touchés par Thiago Motta. Le nombre, et toi Ricky, tu as dû le vivre, mais de très très près, le nombre de milieux de terrain défensifs qui venaient dans les pieds du central juste pour toucher le ballon 100, 150 fois comme Thiago Motta. Sans purpose, hein, sans but clair derrière. Juste pour, il a touché 140 fois le ballon dans le match parce qu'à un moment donné, maintenant, c'est un peu gommé parce que si tu fais 120 passes vers l'arrière et que tu as touché 140 ballons, on va te dire que tu sers à rien, que tu es un facteur. Mais c'est un truc. Après, je voudrais quand même revenir sur le côté média, alors que là, on est en plein dans des listes, tu vois, dans les listes pour l'Euro, dans les listes pour les médias font et défont des listes. C'est-à-dire que là, et je pense que cette année, on a eu un exemple incroyable. Bradley Barcola qui est pris. On a vu le boost sur ses 3-4 derniers matchs et sur sa saison. Mérité, franchement, vraiment, aucun problème. Mais quand N'Golo Kanté revient dans la liste, là, c'est comme si les médias n'étaient pas au courant, ils l'ont pas vu venir et tout d'un coup, on te parle presque plus de N'Golo Kanté qui revient, qui est champion du monde, qui est finaliste, qui a presque une centaine de sélections et tout d'un coup, on te demande parce qu'il joue en Arabie Saoudite, est-ce que c'est dans un groupe de 25, est-ce que ça a du sens? Quand Didier Deschamps s'est toujours appuyé sur des cartes, sur des, tu sais, c'est un peu des gens de confiance. C'est un truc, comme je le ressens de l'extérieur, quand tu vois un tout petit peu les titres et tout, c'est comme si tout d'un coup les journalistes s'étaient sentis trahis parce qu'ils l'ont pas vu venir et qu'ils l'ont pas presque annoncé, tu vois, qu'à aucun moment quand ils faisaient des mock lists, à aucun moment ça parlait de que Kanté revienne. Alors que Barcola, beaucoup de monde disait ouais vraiment c'est la tendance du moment. Je me rappelle super bien en 2006, le push pour Ribéry, c'était incroyable. C'est la première fois que ça m'avait vraiment fait cet effet-là. Ribéry et Barcola, pour moi, c'est deux cas différents. Mais pour Ribéry, je peux peut-être imaginer ou penser qu'il y a eu peut-être une influence des médias. Mais est-ce que tu penses que Barcola, parce que là, c'est ça dont on parle, hein, ça le sujet, hein, c'est vraiment l'influence. Est-ce que tu penses que Deschamps aurait été influencé par les médias ou par Non. la tierce Non, non, personne? non, non. On en parle en plus du point de vue des joueurs. Mais ce que je veux te dire, c'est moi, je revenais sur le point média qui aime essayer d'influencer parce que, au final, et c'était vraiment le point que je voulais faire, c'est au final, le média, comme le joueur, comme l'entraîneur, a énormément besoin d'attention. Parce que maintenant, ton club capitalise sur l'attention que tu apportes. Aux États-Unis, ils disent, il n'y a pas de mauvaise pub. À partir du moment où on parle de toi, c'est positif. Tu vois, tu vois le mindset. Et c'est un truc où je te dis, non, non, là, je te dis pas que Didier Deschamps était influencé, loin de là. Je te dis, à partir du moment où même les médias ont envie de faire un petit peu leur équipe. Les journalistes, ils aiment dire, je vous avais dit de le prendre ou j'étais le premier à dire qu'il fallait le prendre il y a 6 mois. Tu comprends? Et c'est quelque chose qu'on revoit qui, avec le nombre de plateformes qui a explosé, c'est encore plus vrai maintenant. Et maintenant, t'as aussi une réalité. Moi, des fois, on m'a dit, on peut pas te faire ce partenariat avec cette marque de voiture pour que tu aies une voiture gratuite parce que t'as pas assez de followers. Ou bien, Merci. là, actuellement, tu es en vogue. C'est là. T'es- C'est là. Tu es en vogue. Voilà. Exactement. Tu vas avoir on te dit, LeBron James, son poste, il vaut 200 000 $. Tu vois, et maintenant, on te valorise à la hauteur de ta plateforme, finalement. Tu vois, et c'est un truc. Je sais pas si c'est parce que avec le recul, 6 ans que je suis, mais de ce côté-là de l'Atlantique, je vois la portée incroyable qu'il y a. Caitlin Clark, la draftée numéro 1, qui, cette année en NCAA, en basket, on en parlait de basket, tu parlais des playoffs. La NCAA, le match des filles, la finale des filles a été plus regardée que la finale des garçons. Et la star des filles vient de signer un WNBA. Ouais. Elle a signé un contrat avec Nike qui est incroyable, qui va la rémunérer à hauteur de plusieurs millions de dollars pendant X années. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ils sont vraiment super importants. Son salaire de base,
c'est 75, par la WNBA, c'est 75 000 $ l'année. Ça veut dire que son image et l'influence que son image a sur le basket féminin est vachement mieux rémunérée que son job en lui-même. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, parce que vous avez dit plein de choses, et ça me fait penser et réfléchir. De la même manière que des joueurs aujourd'hui ont parlé de la stat. La stat, pour moi, je les mets, voilà, la stat comme dans les médias, dans l'influence. La stat, c'est un influenceur aussi. Tu vois, je t'ai parlé des médias, je t'ai parlé des influenceurs. Mais est-ce que la stat, à un moment donné, ou ce genre de médias aussi, des fois, au sens contraire, ils dévoilent pas certaines arnaques? Parce qu'ils peuvent aussi encenser des gens ou détruire. Détruire, ça dépend d'où on se place, tu vois, chacun a son point de vue. Mais à un moment donné, des fois, vu que tu es dans l'œil du cyclone et que on peut plus trop cacher de choses aujourd'hui, c'est difficile de cacher. Si t'es éclaté et qu'un média, ou des plateformes, je dis média, mais c'est pas forcément, tu vois, le média à proprement Mainstream. dit. Tu vois, voilà, mainstream. Mais ça va être difficile de te cacher. Nous, on combat ici les gens qui se cachent énormément. Tu parles d'après cet exemple de celui qui vient prendre le ballon dans tes pieds, aujourd'hui qui pense qu'il va jouer pour les stats. Compliqué aujourd'hui de pouvoir réellement te cacher. Donc, cette influence, quand moi je posais la question au départ, est-ce que c'est une influence qui peut être positive ou négative, mais elle peut t'aider à avoir un bon move, comme elle peut aussi t'empêcher de mettre une rodka. Donc, cette influence, comment le joueur aujourd'hui, vraiment, il doit gérer? Parce qu'au final, on est là ici pour donner des solutions et pour donner, tu vois, notre avis et des solutions et amener des sujets dont les gens, souvent, ils parlent pas trop et on essaye tu vois, de bien approfondir. Donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que, comme tu dis, aujourd'hui, sincèrement, j'ai déjà entendu dans des clubs, le joueur là, c'est quoi son reach Instagram? Tu vois? C'est quoi son reach Instagram? Ça veut dire que de la même manière que les grandes superstars, tu sais qu'ils vont ils vont te ramener une vente de maillots, ils vont, tu vois, enfin, il y a tout un truc économique autour d'eux. Mais même à plus petite échelle aujourd'hui, est-ce que cette influence de l'extérieur, ce que tu fais, ça va pas pousser le joueur peut-être des fois à se dénaturer, à se dire qu'il doit faire un certain nombre de choses pour rentrer dans certains clous, tu vois? Parce que inconsciemment, il se dit, le mec, il a pas envie, c'est un introverti, il aime pas ça, mais il va rentrer dans des trucs qui vont, tu vois, qui vont influencer même son rendement au final. Tu vois ce que je veux dire, Tu vois, Flicky? tout ce que tu dis là, enfin Ouais. tout ce que tu as exposé, ça amène à une conclusion, c'est que je pense qu'à la fin, le joueur, il est victime de ça. 100%. Il est victime. Tu vois, c'est pas lui qui pense être comme ça ou qui se dit je dois être comme ça pour que ça marche. Il se dit j'ai pas le choix en fait. Il va falloir que je réponde à la demande. Parce qu'il y a tellement de maintenant le monde du football, on le voit hein, maintenant, c'est vrai, il est vraiment drivé par le business et par les intérêts individuels ou même autres que sportifs. Ça fait que à la fin, le joueur en finit dénaturé, tu vois. Des Mais fois, pour moi, il n'y a rien de pire dans le football, hein. Il n'y a rien de pire qu'un joueur pas qui ne pense qu'à lui, mais un joueur qui n'est pas mécontent de perdre un match. Et malheureusement, ça arrive de plus en plus de nos jours. C'est mais un le mec nombre de mecs qui font leur stat pendant un match et mais tu qui vois, disent j'ai fait mes c'est pas stats. grave. J'ai fait mes Ouais. stats. Moi, combien de fois, moi je me rappelle, j'ai mon agent, c'est John Bico. C'était un agent, des fois il me racontait des histoires, des joueurs qui croisaient dans des clubs, dans des grands clubs même, hein. Ils avaient perdu un match, le mec il fait un milieu de terrain, justement on parle du milieu de terrain. Le mec il dit non mais de toute façon moi j'ai touché 100 ballons, j'en ai perdu deux. Et l'agent il lui dit ah mais t'en as perdu deux, mais t'as eu 100 ballons, t'as fait 90 passes en arrière. Et t'as fait 15 passes t'as fait 90 passes en arrière, t'as fait 5 passes latérales. C'est normal que tu perds aucun ballon, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était, encore une fois, c'était à mon époque où on voyait pas forcément l'impact
des passes ou l'impact du mouvement. C'est vraiment des stats Tu pouvais purs pas et être durs. exposé aussi facilement que tu peux être exposé Ah, aujourd'hui. Mais C'est pas encore aujourd'hui, les stats avancées comme maintenant. C'était les voilà, stats mais même encore comme aujourd'hui, nous, les gardiens, le nombre d'arrêts, tu vois, qui a rien à voir avec ça n'a rien à ce voir. qui Le est mec, maintenant. Ouais. lui, il fait 75% d'arrêt, il est fiable, mais bon, si derrière, tu n'es pas décisif, 75%, ça sert à rien. Enfin bref, on va pas remettre les stats en avant, mais pour te dire que tout ça, ça dénature le jeu, donc les joueurs par extension, mais je blâme, franchement, je blâme pas les joueurs parce que là, on est dans une époque où même les dirigeants, ils sont aussi influencés. Tu vois, là, on parle de joueurs, Mhm. mais quand tu ouvres le spectre, il y a aussi les dirigeants, les clubs, les présidents, ils sont influencés, même quand t'as qu'à voir les clubs qui descendent. Tu as des clubs qui descendent, qui ont beaucoup d'argent. Quand tu vois des Troyes, tu vois des Lorient, des clubs avec des moyens qui n'arrivent pas à gérer leur club, qui n'arrivent pas à gérer leur saison, ça veut dire qu'ils sont trop influencés, ils sont pas maîtres de leur truc, quoi, tu vois. Et pour moi, c'est ça le pire. Le Non, fait mais que, pour rebondir sur ce que tu dis, le jeu médiatique, c'est un jeu dont tu as aucun contrôle. Ça veut dire qu'il peut te mettre tout là-haut pendant un certain moment et en fait, tu vas être remplacé. Et c'est là où il y a trop de joueurs qui se perdent dans justement ce pic de dopamine de tu te sens tellement bien pendant un moment que ce sentiment, tu veux plus jamais qu'il parte en fait. Et donc, du coup, tu es prêt à faire beaucoup trop de choses qui ont aucune authenticité et ouais, dont tes coéquipiers, ton environnement se rend compte. Le nombre de mecs, tu le vois, des gars qui marquent des buts, qui font des arrêts, mais tu vois les coéquipiers qui ne s'élèvent pas avec eux, ils sont énervés parce que tu sens qu'ils jouent un rôle. Je me rappellerai toujours, et c'est pas pour exposer quelqu'un plus qu'un autre, mais Stéphane Ruffier. Je me rappelle toujours quand il faisait des super matchs à Saint-Etienne, grande carrière, grand respect. Mais dès qu'il prenait des scores, et dès qu'il y avait les défenseurs qui étaient interviewés, tu dis, ah ouais, si on prend un but à chaque fois qu'il y a une frappe cadrée aussi, tu te dis, tu sais, ça sent, tu as quelque chose d'un peu bizarre, tu vois. Et après, tu vois la fin qui a eu à Saint-Etienne, tu te dis, il y avait comme un truc qui n'était pas forcément très très clair dans la vraie relation qui doit être cultivée au sein d'un vestiaire, tu vois. mm, On en revient à des termes super bateaux, mais la culture, tu vois, la culture du vestiaire, les choses où t'es un leader, mais t'es pas un leader pour prendre toute l'attention, t'es un leader pour servir les autres, tu vois. T'es le dernier à manger finalement, tu comprends. Des trucs où tu mets en avant un truc qui peut durer dans le temps. Pour revenir à ce côté, le jeu médiatique, tu vas forcément le perdre. Tu vas forcément le perdre parce que tu vas t'arrêter de jouer. Il y a une date de fin en fait à ta carrière. ouais, il y Il y aura a toujours encore un mec qui une aura plus toujours grosse date de fin à tes performances. C'est-à-dire quand tu es tout en haut, je veux dire, et moi j'aimais bien tu sais, l'espèce de trend qui commence à dire, hey, les gens, s'ils arrivent à critiquer Messi, mais tu crois qu'on va pas me critiquer moi à un moment? Tu comprends? C'est un truc où ça va t'arriver. Donc, autant quand tu es tout en haut, comment tu le gères? Parce que tu vas te retrouver plus rapidement que tu n'as envie, tout en bas, et où tu vas être justement assujetti à, OK, quel legacy, quel héritage tu laisses, pas par ton abattage médiatique, pas par tes stats, par, OK, la personne qui est rentrée dans ce bâtiment et comment elle en sort. Et tu vois, les intangibles, parce que tu vois, Les intangibles. pour compléter Exactement. ce que tu dis, c'est les jeux aujourd'hui, ils sont trop à la recherche du tangible, c'est-à-dire que les choses qu'on peut voir. Ils sont trop Que à la tu peux peser, calculer. Ils Ouais. sont trop à la recherche des performances, mais des performances, comme tu dis, individuelles. Ils sont pas dans la performance du don de soi. Ils sont pas dans les choses qui peuvent laisser les traces qu'ils peuvent laisser dans un vestiaire, même dans un match. T'as plus de, on a, rares sont maintenant les joueurs. Comme on dit, tu sais, ces fameux joueurs de l'ombre. Là, aujourd'hui, on a un bien, en plus, il a marqué ce week-end, là, lors de la dernière journée de Ligue 1, c'est Benjamin André. Le mec, il a pas les stats les plus folles de Ligue 1, mais c'est un homme de l'ombre par excellence. Et les vrais le savent. Tu vois, les comme vrais on dit, connaissent. Oui. les vrais reconnaissent vrai. Parce que le gars, ça fait 4, 5, 6 ans qu'il est titulaire indiscutable à Lille. Il est capitaine, il est en place, il fait tous les matchs. Mais le gars, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus costaud, c'est pas le mec qui marque plus de buts, c'est pas le mec qui me fait le plus d'assists. Mais c'est un mec, il est indispensable parce qu'il fait les choses intangibles. Il laisse une trace dans le vestiaire. Il fait en sorte que que tous les joueurs soient au même diapason. C'est lui qui, qui fait le travail un peu ingrat devant les arbitres. Donc, c'est des joueurs comme ça qui nous manquent dans le monde du football.
Et maintenant, Mais je dirais même pas qu'ils nous manquent parce qu'ils sont là, mais ils je sont là, pense mais que c'est l'éducation, aujourd'hui, c'est comment tu les éduques d'une part, tu sais, l'éducation, c'est pas du tout d'un père à un enfant, mais c'est en fait toi-même aussi, en tant que personne plus âgée dans le vestiaire et tout, si toi le premier, à 35 ans, tu veux toujours être devant le micro, tu parles de, tu sais, ces capitaines ou ces leaders ou ces anciens qui parlent toujours quand c'est, tu sais, beaucoup plus quand l'estrade est plus grande, c'est-à-dire, oh, ben, il y a le président qui vient rentrer dans le vestiaire. Eh, les gars, ce soir, c'est notre match, c'est un derby. Tu comprends? Alors que quand il y a personne, c'est plutôt calme et tout. Tu sais, c'est tous ces rôles. En fait, moi, j'aime assez bien ce terme. En tant que joueur, on se renifle, tu vois. Et il y a des gens authentiques et il y a des gens opportunistes, tu vois. Et c'est un truc où, de la même manière que le jeu médiatique est un jeu que tu gagneras jamais, l'authenticité est un jeu auquel tu perdras pas. Parce que tu seras toi-même. Et le menteur, il a toujours une version différente de son histoire. Alors que quand tu dis la vérité, au détail près, c'est toujours la même chose. Et ça, quelque part, en fin de carrière, tu la payes, l'addition. C'est Saul. Rappelez quand on avait Saul, quand Saul Bamba il est venu, il disait, je pense que c'est ça qu'il disait. En fait, moi je pense qu'on les valorise pas assez et que entre nous, il faut les valoriser. Tu parlais d'éducation, il sait les valoriser. Tu parles de Benjamin André, tu as cité son nom. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas regardé son compte Insta, etc. J'ai pas regardé son activité. il a même pas Insta. Hein? Il a pas d'Insta, Benji. Bah, tu vois, il a pas d'Insta. Tu vois, je t'ai parlé de son compte Insta instinctivement parce que ça fait partie de ces, comme tu dis, pour moi, c'est ça, média qui influence. Aujourd'hui, il n'a pas besoin, après, il a un certain âge peut-être, mais il n'a pas besoin, il n'est pas si vieux que ça. Il n'est pas si vieux que Ah ça. bon? Tu vois, il a pas ce besoin, cette gratification, cette validation extérieure. Il a pas, je pense qu'il n'a pas succombé à ça. Il n'a pas succombé à ça. Je vois souvent certains des joueurs avec qui je peux taffer. Moi, j'analyse beaucoup leurs postes. Tu vois, j'analyse leurs postes. Comme tu parlais de victimes, Ricky, c'est comme si tu es obligé, dès que tu es sur le programme, il faut que tu mettes en story que tu es sur le programme. Tu vois, en fait, je regarde et j'en parlais avec un des joueurs avec qui je taffe. Je lui dis, mais attends, je regarde ton Instagram, par exemple. Ton Instagram, j'ai pas de problème, comme tu dis, c'est la norme. T'as que des photos de foot. T'as que des photos de foot, etc. Donc, au final, tu joues un jeu, mais t'as pas autre chose. Tu parles comment dire, de valeur, t'as pas autre chose. Donc, tu parlais de contrat. Et Pour revenir, attention, on fait attends, pas non plus, vas-y, laisse finir, je ouais, te laisse finir. ça, c'est pour faire un lien avec ce que Q disait par rapport à la joueuse, tu vois, la joueuse de MLS. Enfin, pardon, c'est pas de MLS. C'est comment on dit? WNBA. Ouais. WNBA. Euh, c'est sûr que ça va influencer sur tes contrats, d'accord? Mais même dans ça, partons du principe, je parlais d'influence, bonne ou mauvaise, partons du principe où tu mets autre chose, où tu rentres pas dans ce stéréotype du footballeur qui met que quand il est en train de mettre une frappe, et au final, c'est que des photos, des montages qui se ressemblent. Tu es en train de mettre une frappe, tu es en train de célébrer, ou tu es en train de mettre un contrôle, etc. Ce jeu médiatique-là, pour moi, tu le joues pas bien. Parce que si tu veux vraiment jouer ce jeu médiatique, tu vas vouloir attirer l'œil on va dire, de sponsors totalement différents. Demain, tu mets que des photos de foot, je vois pas pourquoi Ferrari vont venir te sponsoriser. Tu vois, je vois pas pourquoi aujourd'hui, je sais pas, Gucci ou ce que tu veux, ils vont venir te sponsoriser. Si tu mets que des photos de... Là, on touche à autre chose, Seb. On Non, touche là, pas mais moi, forcément. je parlais d'influence sur à la base, c'était quoi? Comment j'ai pas dit jeu médiatique, mais ces médias mainstream plateformes peuvent influencer ta carrière, ta manière de jouer et tes moves, et tu vois, j'ai dit, tes transferts, tu vois, tout ce qui correspond à ton écosystème de joueurs de foot. Et après, j'ai demandé si on était des victimes, les joueurs étaient des victimes aujourd'hui ou ils étaient responsables. Je pense que tu as bien répondu. Je pense que tu as bien répondu, on en a bien parlé. Mais pour moi, tu vois, c'est des nouvelles règles. Ils sont victimes, c'est des nouvelles règles auxquelles on les éduque, comme il a dit Q, pas forcément bien. Tu vois, il y a un jeu auquel tu vas perdre, selon Quentin, mais autant, si tu veux y jouer, moi, je défends l'archétype du joueur. T'es une marque. On parle d'économie. Au final, le joueur, c'est une marque aujourd'hui. Et si tu mets bien ta marque en avant,
bah, tu pars, Amen to that. tu vois. Mais Ça, bien, parce que mais bien ta marque en avant. Aujourd'hui, c'est ça. tu mets que du foot, tu vas pas exploiter la marque que tu peux être à son maximum. À partir du moment où tu veux jouer le jeu du jeu médiatique, joue-le bien et ne joue pas Tu le mets jeu que tu vois, au ras des pâquerettes parce que tu mets que du foot et tu représentes qu'un mec qui tape dans un ballon et tu mets qui que du foot ou du lifestyle. Et ensuite, en fait, on te sert tellement parce que quand tu joues bien, tu es sur les réseaux sociaux de ton club, tu t'es propriétaire des réseaux sociaux de ton club quasiment. Toutes les 5 minutes, tu es sur tous les billboards, tu es sur toutes les covers de matchs, tu es sur toutes les vidéos qui teasent les matchs du week-end et tout. Et c'est quand même un truc, pour l'avoir vécu, qui est, ouais, début de la saison, campagne d'abonnement, il y a 4 pipes, tu es dessus. Ouah, mais la saison d'après, tu plus dessus. Tu dis, ouais, mon statut, il est remis en cause. Tu vois, ça amène dans le temps autant de doutes parce que quoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre que le foot, c'est devenu un tel business que remplir le stade, il faut bien le faire d'une façon pour les clubs et que tu représentes, en étant performant pour ton club à l'instant T, tu es les gens que t'es la personne ou un des joueurs que les gens viennent voir principalement. Mais si tu gères pas bien ta marque, si tu gères pas bien même tes émotions vis-à-vis de ça, ben en fait, quand tu n'es plus sur les campagnes d'abonnement, quand c'est plus toi qui tease en premier, c'est aussi bête que ça. Quand sur la photo d'équipe, t'es pas à côté du président. On l'a vu ça aussi. Hein, les mecs qui sont à côté du staff, tu sais, assis en bas à côté du président et du staff, c'est les top players. Quand t'es gardien et que t'es au milieu, t'es le titulaire, tu vois. Et c'est des choses comme ça. En fait, mais non, vous rigolez, vous l'avez vécu, non? Et en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, mais c'est encore pire. C'est encore pire. Et c'est un truc, si tu t'y habitues trop, la chute, elle fait trop mal. Elle fait vraiment trop mal. À Toronto, ils mettaient des photos quand tu rentres. Il y a des grandes photos et des plus petites photos. Et donc, en fait, tous les ans, il y a des nouvelles photos. Je te promets que les nouvelles photos, les réactions qu'il y avait, et ensuite, tu es dans le couloir, il y a 5 grands espèces de panoramas, mais inversés, tu vois, du bas vers le haut, pas de la droite vers la gauche. Et donc, tu as 5 grandes photos et des photos à l'entrée. Et mon pote, quand t'es dans le tout petit cadre comme ça, tu te dis, ah, ça pue pour moi. Mais par contre, quand t'arrives et t'es dans le grand cadre, et c'est un truc, tous ces petits éléments mis bout à bout, si tu y prêtes trop attention, ça va jouer et tu vas plus rien faire d'authentique. C'est-à-dire que tu vas rentrer sur le terrain, au lieu d'élever ton pote, au lieu d'élever le niveau de grâce dans ton environnement, tu vas te dire, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à vivre ce que je suis en train de vivre? Et c'est un truc. En fait, tu mets un minuteur ou tu mets c'est ticking bomb. Tu vois, c'est une bombe à retardement. Et j'ai une question. Attends, j'ai une question. Est-ce qu'à l'époque, après, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais je l'ai déjà fait. J'allais comment ça s'appelle, au shop du club. T'allais au shop. Voir si ton maillot. Voir si... Ah non. T'allais voir s'il y avait deux rangées, 3 rangées. Je me suis retrouvé un jour, mais c'est vrai, véridique. Mais bon, après, j'ai eu des problèmes parce qu'on a enlevé tellement on m'avait boycotté, on avait enlevé mon maillot du shop, d'accord? Ça, c'est encore pour une autre c'est pour un autre jour. Mais oui, tu vois, de la même manière qu'aujourd'hui, comme tu dis, on regarde les photos là où t'es mis, et quand il y a des campagnes de pub, tu vois les mecs à quoi ils font attention, tu vois, mais comme tu dis, inconsciemment, pour moi, ça joue sur leur état émotionnel et donc, de facto, de performance. Quand je me suis retrouvé, là, j'y ai pensé maintenant, à me poser la question, putain, je vais dans ok, la nouvelle recrue, il y a son maillot partout, mais quand même, ça veut dire, tu vois, où est-ce que je suis? Tu vois, je suis où à ce niveau-là? Parce que il n'y a pas le maillot de tout le monde dans les clubs, il n'y avait pas le maillot de tout le monde, mais tu peux le demander, celui de n'importe quel joueur. Mais celui de tout le monde n'est pas exposé. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même, c'est que, attention, tu vois, attention, parce que ça te touche, ça commence à te toucher. Et ça, c'est une petite confession, tu vois, mais c'est pas resté très longtemps. Après, je m'en foutais. Après, j'étais à la cave, dans tous les cas. Donc. Non, mais c'est très vrai. J'ai vu des trucs. Quand tu sais, t'es blessé ou suspendu avec tes matchs en tribune et tu vois un supporter qui arrive avec non, lui, ça doit être la famille de ce mec, c'est sûr. Des remarques comme ça. Ah ouais, lui, d'accord, lui, il a dû le donner. Ça, c'est un supporter, on lui a donné le maillot. C'est impossible qu'on achète son maillot. Des remarques comme ça, jusque-là,
Parce que, effectivement, tu es dans une espèce de concurrence qui s'arrête jamais. Si vraiment tu es dans ce mindset-là et que tu n'arrives pas à prendre un tout petit peu de recul, tu te retrouves même à être plus en concurrence avec les gens de ton environnement, tes coéquipiers ou les gens de ton propre club, que finalement l'adversaire du week-end. C'est un peu ce qu'on disait dans certains autres podcasts précédents. C'est quand tu te donnes tellement à fond la semaine, juste pour être dans le 11 titulaire, en fait, tu n'as plus d'énergie pour le week-end parce que ta préparation, elle est conditionnée à est-ce que je suis titulaire ou remplaçant. C'est pas est-ce que je suis performant, ou elle n'est pas conditionnée à la performance du week-end. Et c'est là où ça concert. Moi, je sais que pendant de trop nombreuses années au début de ma carrière, j'étais sur le est-ce que je joue pas, au lieu de me préparer à être bon quoi qu'il arrive. Et c'est un truc, s'il vous plaît, c'est un conseil gratuit. On devrait le faire payer. Il aime bien celle-là. Focalisez-vous sur vous. La frontière, elle est très fine entre, comme tu as dit, entre la recherche de validation et justement ce fameux bien-être. Tu vois, il faut bien identifier ça parce que faut pas tomber dans la recherche de validation ou l'influence, être influencé par les mauvaises raisons en fait. Mais Ça, encore plus maintenant. il faut savoir l'identifier. Ouais, et c'est pas Encore logique. plus maintenant. Là, il y a un jeune de 14 ans qui a signé à Manchester City aux États-Unis. Un jeune de 14 ans. Il va rejoindre Manchester City dans 4 ans, à 18 ans. En attendant, il a signé pro 4 ans dans son club et il va avoir un des top 10-12 salaires de son équipe. 14 ans? Moi, tu me demandes, ça peut être une boucherie. Bah là, là, Tu vois. là, là, là encore, on part sur autre chose. Voilà, Non, là, là, on on part part sur sur autre chose. Là. autre chose. Là, c'est Bah, vraiment. on part sur autre chose, oui et non. Parce que le petit, il va être, en termes médiatiques, en couverture, il va être en première ligne, il va être Ouais, mais là, Q, c'est pas une recherche de validation, c'est pas une Bah, influence. le joueur, non, mais il va être habitué à un certain Oui, statut sans même avoir joué un match pro parents, ils encore. valider le chèque, les éducateurs, quel club accepte ça aussi, à signer un petit à 14 Non, ans, mais le mettre la question, c'est est-ce qu'il va être influencé? Mais c'est ce que je te dis. Moi, je te parle pas de la rationalité du truc. Je te parle le développement de la personne. Parce qu'à un moment donné, des joueurs de son équipe vont se dire, attends, le mec, il nous fait même pas gagner des matchs de week-end. Il a jamais encore mis les pieds sur le terrain. je te jure. Mais il est à Manchester City dans 4 ans. Donc, comment on l'accueille? C'est un truc. Est-ce que tu aides la personne? Est-ce que tu aides le club? Tu vois, tu sais, c'est reconnaître, c'est se mettre à la place des jeunes. À un moment donné, maintenant, nous, quand on était jeunes internationaux, tu sais, il fallait rechercher, tu avais des bribes de news, il fallait regarder Eurosport, les compétitions internationales, l'Euro -17 ou la Coupe du Monde -20, c'était des trucs, tu le voyais comme ça. Maintenant, tu as des comptes et on a fait un live Insta avec les espoirs du foot. C'est fantastique, moi j'aime trop, mais c'est un truc où on te parle de jeunes nés en 2008-2009. Ils ont tous juste joué au foot d'adultes, mais il y a déjà une hype autour d'eux. Tu comprends? Et c'est quelque chose, de nos jours, c'est encore plus difficile pour les jeunes qui découvrent, pour moi, parce qu'il y a tellement de plateformes. Et en fait, il n'y a plus vraiment de surprise. On te voit arriver de super loin. Et donc, en fait, il faut que tu sois vraiment préparé. Et c'est peut-être à ça qu'on sert un petit peu aussi. Ouais. Ouais. Non, mais affaire à suivre, parce que pour moi, il n'y a pas de vérité absolue par rapport à ce genre de sujet, tu vois. C'est vraiment des angles, en fonction, comme tu l'as dit, Ricky, en fonction de l'angle sous lequel tu le prends, tu C'est ça. peux développer une certaine thématique. Et dans tous les cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu ouvrir le spectre et faire en sorte que les gens se posent des questions. Est-ce que je suis influencé? Est-ce que je suis influencé par tout ça? Et comment ça m'influence? Et est-ce que ça a joué dans mon choix de, je sais pas moi, de choix de championnat? Tu vas partir à l'étranger, pourquoi? Est-ce que là-bas c'est plus comme ci? Est-ce que c'est plus comme ça? Tu vois, par rapport à mon compte. Tu vois, cette Non, influence. tu vois, on n'a pas parlé forcément de choix dans l'influence. Que tu as parlé d'influence, tu as parlé d'influence des médias, influence des proches, influence du monde du football. Mais on n'a pas parlé des choix qu'on a fait. Influencer, pas influencer, tout ça, je pense que Ouais, ça mais mérite. ça mérite de creuser un peu plus. Mais ça faisait partie du truc, dans le sens où tu vas faire en fonction de l'abattage médiatique, et quand je dis encore une fois médiatique, c'est toute plateforme confondue, Insta, tous ces trucs-là, bah peut-être que ça va influencer ton choix, tu vois, parce que là-bas, je sais pas, on va booster ton compte, on va faire en sorte que, tu vois, là-bas, il y a des joueurs, il y a un des CM, j'en sais rien, tu vois, qui sont beaucoup plus puissants, et tu vois, ça va venir donner. Tu vas aux States, comme Quentin, il en parle
superbement bien parce qu'il est là-bas. Tu sais que tu vas là-bas, tu vas peut-être pas être niveau footballistique au top niveau, t'es pas au top niveau du top niveau par rapport à l'Europe, et encore que c'est en train d'arriver, mais tu sais qu'au niveau, je sais pas moi, marketing, tu vois, c'est autre chose. Nous, on était influencés. Pourquoi on allait souvent, Ricky, regarder des matchs de NBA ou en vacances aux States? Parce qu'on allait là-bas, on allait être influencés parce qu'il va y avoir la NBA pendant nos vacances et il va y avoir un show. Tu vois, ça influence, ce côté médiatique va influencer nos décisions. Et dans la décision du joueur de foot, que ce soit envers un agent, le choix envers un agent, envers une boîte d'agents, envers un club, un pays, tu vois, toujours dans le spectre du footballeur et de ce qui est autour de lui, est-ce que il est victime ou il est perpetrator, il est victime ou merde, je suis un fou moi. L'opposé de la victime, c'est, en tout cas, vous m'avez compris, est-ce qu'il est victime ou pas? Non mais Ou meurtrier, je sais pas. victime ou pas de cette influence qui est tout autour de lui. Et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est la question sur laquelle que je vais vous poser, sur laquelle après on va transitionner. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce là c'était assez ouvert et on a déblayé, on a parlé. Mais moi, je voudrais vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mettez-le dans les commentaires sur toutes nos plateformes sur lesquelles nous aussi on diffuse notre contenu. Et voilà. Ça dit quoi ce week-end, les frérots? Ce week-end, avant le dernier match de la saison pour mes petites Versailles, une montée qui va être dure à rattraper vu on n'a pas le destin entre nos pieds, donc compliqué. Mais sinon, la Ligue 1 est terminée, la Ligue 2 est terminée. Il y a encore les barrages à jouer, mais bon, je pense que je serai pas impliqué dedans. Et puis voilà, c'est la fin de saison. La semaine prochaine, la semaine d'après, on va commencer la certification du BEF. Donc pareil, hein, fin du BEF, fin de saison. Donc C'est c'est passé bientôt les vite. vacances. C'est passé vite, oui et non, hein. Ah non, mais pour nous de l'extérieur, je me rappelle quand tu as commencé le BEF, et là, la semaine prochaine, tu vas faire ta certification. Donc, tu vois, Ouais, mais j'en ai vu passer hein, des semaines de stage, des entraînements, des matchs. Non, crois-nous, je vais dire crois-nous, nous aussi, on t'inquiète pour ça. Hein. On sait que tu étais en BEF, on le sait. Ah bah oui, hein. C'est fastidieux, c'est fastidieux. Mais bon, Et Thiel, ATL coupe après-demain, mardi, et ensuite match samedi, et ensuite rematch mercredi, et ensuite match dimanche. Donc nous, on est dans un rush, comme je t'ai dit, ça n'existe plus malheureusement les entraînements tennis-ballon. Et ça, c'est un truc, ça me manque beaucoup. Mais c'est un peu, tu vois, ce genre de séance. Tu sais, des demi-groupes, des groupes en récup, des groupes machin. Donc ouais, encore des voyages, toujours des voyages. Et sinon fin d'année scolaire mercredi pour les enfants ici. Ici, ça termine tout début juin, fin mai, début juin, et ça reprend début août. Donc, c'est les grandes vacances pour les enfants. Donc, on va dire un rythme un peu plus léger, moins d'activités sportives. Et puis, on va profiter de la famille et on continue. On continue. J'ai bien aimé le thème d'aujourd'hui, tu vois. C'est un truc où limite les anecdotes arrivent encore après, tu vois. Donc, c'est un truc, c'est sympa, et je voudrais remercier vraiment le nombre croissant de témoignages d'auditeurs, tu sais, de gens qui viennent nous dire, ah, ça m'a plu ce sujet, machin, j'ai adoré. Quand j'ai entendu Seb, ça m'a fait penser à ce que toi t'avais fait. Hop, et franchement, j'aime beaucoup la dynamique de nos auditeurs autour du podcast, et vraiment, j'ai envie de vous inciter s'il y a des thèmes que vous avez envie d'aborder, peu importe la manière, balancez-les nous parce qu'on s'en inspire. En fait, on l'a dit plus d'une fois. Moi, je connais pas les thèmes. Seb s'en inspire. Mais par contre, quand je trouve qu'il y a des bonnes idées de thèmes, je les donne à Seb et il les ressort 2, 3, 4, 5, 10 semaines après s'il faut. Mais je sais qu'il les note et on prend énormément de plaisir à faire ça. Donc, faut surtout pas hésiter. Et même les sujets un peu plus spicy, hein, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas grand chose à cacher, je dirais. c'est vrai en plus. Parce que je vous le dis, et on se cache rien ici, si Quentin ou Ricky m'envoient les thèmes de certains auditeurs, ce serait trop facile de les sortir la semaine d'après parce qu'ils seront dans leur tête, d'accord? Et comme je veux toujours les prendre par surprise, parce que c'est ce qui donne l'authenticité de la réflexion, de la discussion,
C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut se parler comme on se parle et que c'est une réunion de famille et vous faites partie de la famille. Donc, je ne vais pas répéter ce que Q il a dit, mais faites exactement quand le professeur il demande quelque chose, on fait ce que le professeur demande. En fait, on est là, il faut écouter le professeur, d'accord ? Le professeur, il a parlé. S'il vous plaît, appliquez. Moi, ce week-end, je serai de retour à Londres, normalement. Je vais rentrer, je vais aller faire mon rendez-vous de contrôle avec mon chirurgien, là, début de semaine. Et si tout se passe bien, peut-être que j'enlèverai mes béquilles. Peut-être que j'enlèverai mes béquilles ou pas, en fonction de comment mes gros muscles réagissent. Et voilà, et on va continuer, on va se préparer pour l'Euro, parce que l'Euro arrive bientôt. Et voilà, ce week-end, il n'y a plus de Première Ligue, ouais, ça va faire bizarre, mais il y a l'Euro, donc au final, on se prépare et j'ai un événement dans lequel je dois animer. Je dois animer un événement. À partir du moment où je suis bien physiquement, on ne s'arrête pas de travailler, tu vois. Il faut rester actif. Et voilà, les frérots, c'est tout, hein, c'est comme ça. Hein. Friandises, petit mot de la fin. Très bien, les gars. Bien. Franchement, c'est carré. C'est carré dans le triangle. Faut pas oublier le big up à notre CM. Voilà. Et puis, le gros big up à Louis, parce que j'ai jamais cet honneur. Donc, un grand merci pour l'esprit d'équipe et le travail effectué. Voilà, même nous, on veut bosser en équipe, on veut créer un environnement positif pour tout le monde. Donc, gros big up à Louis et un gros prompt rétablissement à Issa, qui lui aussi s'est fait opérer. On a des footballeurs dans notre team, il s'est fait tacler, fracture du tibia. Donc, vraiment, double opération. Donc, grosse force à lui aussi. Et voilà, on marche en équipe. Je savais pas que Issa, c'était un supporter de l'OM. Ah ouais? Apparemment, je sais pas, je lui envoie une vidéo. En fait, il subit son papa. Il subit son papa. Il m'envoie une photo de lui, il m'envoie une vidéo, il avait le maillot de l'OM. Donc, je suppose que c'est un fan de l'OM. Donc, Issa, franchement, t'inquiète pas. Je suppose bien. T'as encore le temps de t'émanciper. Écoute, on n'est pas ensemble, Issa. Franchement, on n'est vraiment pas ensemble du tout, même. Là où la collaboration, elle s'arrête. Non, pas à ce point-là. Non, la collaboration. On aime Marseille, mais on n'est pas ensemble en tout cas. Non, on n'est pas ensemble. Mais tu vois, Issa, tu vois, le professeur, il a parlé. Et pour tous ceux qui nous écoutent là, le professeur, il a parlé. Issa, tu as le temps de t'émanciper. Et pour cette même raison, parce que c'est la réunion de famille hebdomadaire, c'est toi, Issa, M. Rabiot, il t'aurait dit, hey, basket, par cas. Allez hop, Issa, tu tournes. Allez, à la semaine prochaine. Ballon main corps. Merci beaucoup, beaucoup d'amour. On est ensemble. On se capte bientôt. Q. Ciao. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que M. Rabiot va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha, let's go.